Les rêveuses. Les rêveuses. Podcast. Vous écoutez le podcast des rêveuses. C'est un podcast qui accorde aux rêves oniriques, ceux qu'on fait la nuit, une place aussi importante que la vie qu'on mène à l'état de veille. Je suis Mimi Sao et dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de personnes que le rêve inspire dans leur pratique professionnelle et dans leur vie au quotidien. Aujourd'hui, vous allez entendre Marina Repessa, psychologue clinicienne de formation qui utilise beaucoup le rêve pour aider ses patients à explorer leur inconscient et trouver des solutions. Dans cet épisode, Marina nous parle de la découverte de Freud qu'elle a fait à l'adolescence et qui lui a donné beaucoup de repères et l'a beaucoup inspirée pour l'aider à se construire. Elle nous parle aussi du rêve comme permettant aux patients de découvrir son langage de façon graduelle et douce. Bonne écoute. Bonjour Marina, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter de la manière que tu le souhaites ? Oui, je m'appelle Marina Repessa, je suis psychologue clinicienne et j'ai une formation psychanalytique et je reçois mes patients dans mon cabinet à Marseille. Et dans le travail qu'on fait dans mon cabinet, le rêve prend une place assez importante. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu t'es intéressée à la thématique des rêves ? Alors, je suis heureuse d'entendre cette question parce que c'est vrai que les rêves ont toujours pris une place importante dans ma vie. Donc aujourd'hui, je me retrouve à travailler avec le rêve et à me consacrer beaucoup de mon temps à cette question. Depuis que je suis petite, ça a déjà été quelque chose qui apparaissait comme un domaine fascinant, mystérieux. Quand j'étais enfant, je pense que ma première approche au rêve était celle de quelque chose de magique qui apparaît comme pour apporter des informations qui viennent de l'extérieur. Donc c'est plutôt proche du royaume surnaturel. Alors je peux faire un exemple. Quand j'étais enfant, j'avais 8 ans et on était partis en voyage avec toute ma famille et mes grands-parents. Et je me souviens qu'une nuit, alors que c'était un contexte plutôt joyeux de vacances, j'ai fait un cauchemar terrible où je rêvais qu'on me forçait dans un cercueil. En fait, des bras me poussaient dans un cercueil. Et c'était très angoissant. Le matin, j'ai raconté ce rêve à ma mère et à ma famille. Et ma mère m'a dit, moi aussi, j'ai fait un cauchemar où il était question de mort. Et ma grand-mère a dit, moi aussi. Et elle nous raconte son cauchemar aussi. Et le jour même, on a reçu une nouvelle d'Italie qui nous disait, on était à l'étranger à ce moment, qui nous disait qu'un membre de notre famille s'était suicidé. Donc, moi, je garde de cet épisode une sorte d'étonnement et de fascination pour la manière dont on avait eu un rêve prémonitoire à 3. Cette même grand-mère parfois, elle me racontait ses rêves et une fois, elle m'avait raconté qu'elle avait rêvé que sa mère, qui était morte depuis très longtemps, était venue en rêve lui dire des numéros. Donc, ma grand-mère disait « j'habite à une telle adresse » et puis elle disait une série de numéros et sa mère lui répondait « non, tu habites à... » et là, elle faisait une liste de numéros. Et elle me dit, je suis sûre qu'elle me donnait les numéros du loto. Parce qu'en Italie, il y a cette croyance que si des morts apparaissent en rêve et nous disent des numéros, ce sont des numéros du loto. Déjà, il y a l'idée que les morts peuvent prévoir le futur. Mais bon, le loto prend une place importante dans les rêves traditionnellement en Italie, parce que je ne sais pas si en France c'est connu, mais il y a une sorte de manuel qui s'appelle la Smorfia, qui connecte chaque élément d'un rêve à un symbole qui est connecté à un numéro du loto. Donc, depuis le XVIIe siècle, il y a des listes de symboles qui, par exemple, le clair de lune correspond au numéro 1 du loto et qui aident les personnes à jouer. Et je trouve tout ça très, très beau et très fascinant aussi que ce soit culturellement partagé comme idée. Dans le cas de ma famille, je crois que si j'y repense, je me rends compte que les rêves montraient une sorte de connexion féminine entre les femmes de la famille. Parce qu'il y a cette idée de la mère qui revient en rêve, ou des femmes qui rêvent toutes ensemble d'une chose. Et voilà. Donc ça, c'était mon approche du rêve au début. Puis, à l'âge de 13 ans,
j'ai lu Freud pour la première fois. Donc j'ai lu l'introduction à la psychanalyse. C'était un peu tôt pour lire ce livre, il faut dire. Donc il y avait certaines choses qui étaient plutôt bouleversantes pour une enfant, comme celle que j'étais à l'époque. En même temps, je pense qu'à cet âge, on a déjà une maturité intellectuelle pour comprendre, même si on ne comprend pas certains éléments un peu plus complexes sur la sexualité, les rapports, la société. Mais intellectuellement, c'était assez compréhensible et bien expliqué. Et ça m'a à la fois bouleversée et fascinée. Donc je me souviens que pendant que je lisais le livre, j'étais tombée sur un passage où Freud racontait que le rêve, donc selon Freud, le rêve est entre autres quelque chose qui est un gardien du sommeil, qui permet de continuer à dormir. Donc, et il faisait l'exemple de cas où un stimulus extérieur est intégré dans le rêve pour permettre au rêveur de continuer à dormir. Et il disait, voilà, une fois je dormais, il y avait un parfum, et j'ai rêvé que j'étais dans un bazar oriental avec des épices. Je crois que ce passage m'avait vraiment fascinée, et j'ai décidé immédiatement d'aller, la nuit même, faire l'expérience sur mon frère. Donc je suis allée lui mettre du parfum sur le nez, et ça a très mal marché parce qu'il s'est réveillé, il a pleuré et tout, mais bon, en tout cas, je crois que je garde ce souvenir du fait que je voulais vraiment mettre en pratique ce que je lisais. C'était une vraie découverte. Et à partir de là, j'ai tout de suite commencé à considérer que le rêve nous disait quelque chose de nous, de nos désirs. J'étais un peu sensibilisée à l'idée qu'on pouvait interpréter ce qui se passait dans le rêve selon des codes qui éventuellement nous appartiennent. Je me souviens aussi d'un jour où j'étais au lycée et une fille de ma classe nous racontait un rêve qu'elle avait eu la nuit. Et pour moi, c'était profondément embarrassant parce que j'avais l'impression que le symbole était trop transparent. Elle avait rencontré un garçon à l'époque et puis elle nous disait de manière complètement ingénue, avec une candeur très grande, elle disait « J'ai rêvé que ce garçon, il plantait un poignard dans mes côtes. Et le poignard restait dans la blessure et en fait il sortait pas même. Il sortait, il rentrait, il sortait, il rentrait. Et moi en écoutant ce rêve, je pensais mais est-ce que je dois lui dire j'ai même l'impression que j'étais l'unique qui avait cette pensée, que les autres n'y voyaient aucun symbole sexuel particulier. Donc je pense donc que ça a été présent chez moi assez longtemps, l'idée que les rêves nous disent quelque chose de l'intimité de l'autre. Donc dès 13 ans, tu as plongé dans un ouvrage de Freud. Ça me paraît assez incroyable parce que c'est pas des lectures forcément qu'on imagine être dans les mains d'enfants. Et toi, tout de suite, ça t'a plu, tu as compris, tu as eu envie d'explorer. Comment t'expliques ça ? Je ne sais pas si j'ai complètement compris ce qu'il y disait, mais déjà, il faisait beaucoup de références culturelles à la littérature, à la culture générale. Donc déjà, ça, c'était intéressant. J'aimais la description des rêves qu'il faisait. Et oui, je pense qu'il y avait une sorte de fascination d'ado aussi qui découvre la sexualité. C'était un peu brutal, il faut dire. Donc je pense que sur certains points, c'était un peu choquant. Je me souviens que enfant, c'est un peu difficile de lire des choses sur le complexe d'Édipe ou sur l'idée qu'il pourrait y avoir un désir. Donc ça, c'est des idées de Freud de l'époque qui étaient dites avec des termes qui sont peut-être difficiles d'accès, en fait, trop violents à lire pour un enfant. Mais bon, je les lis avec curiosité. Ce que j'avais gardé, c'était « Ah, mais alors, mon papa préfère moi et ma mère préfère mon frère. » Donc, c'était des choses un peu... Mais il y avait aussi des éléments sur le fait que le rêve est l'expression d'un désir
qui me semblait fascinant. Je ne pense pas que j'ai pu appliquer ce que Freud disait dès le départ, mais ça fait partie du début d'un parcours qui fait qu'aujourd'hui je suis psychologue. Donc je suis sûre que ça a participé. Donc par la suite, tu l'as retrouvé, ce Freud, quand tu as fait tes études de psychologie. Ou est-ce que tu pourrais nous expliquer les grands concepts de Freud ? Alors, j'ai étudié Freud à l'université pendant mes études, mais en réalité, je le connais. Toute ma vie, j'ai lu Freud. J'ai eu des lectures aussi. J'ai lu d'autres psychanalystes comme Ferenczi, Abraham, Melanie Klein, Ellen Deutsch. C'est tous Donald Winnicott. C'est un peu les auteurs classiques, si on veut. À la base, j'ai fait des études de sociologie. J'ai fait des études de genre. La sexualité a toujours été très importante comme domaine d'étude, si on veut, de l'humain. Après, j'ai décidé de devenir psychologue, donc professionnellement. Mais j'avais déjà fait une analyse pendant plusieurs années et j'ai toujours lu. Alors, ce que je peux dire, je peux parler peut-être de l'approche psychanalytique en psychothérapie, grosso modo, de manière un peu rapide. Il y a l'idée que le thérapeute va essayer d'encourager le patient à explorer ses émotions, toute la palette des émotions qu'il peut ressentir. Et si on veut, on se base sur l'idée qu'il y a un domaine qui échappe à notre connaissance, qui a donc l'inconscient. Il y a des éléments qui sont en nous, de notre expérience passée, et qui sont, ils ont une dimension émotive. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre intellectuellement seulement. Donc c'est pourquoi, dans la thérapie psychanalytique, on accompagne le patient pour qu'il puisse avoir une intuition émotive profonde de certains mécanismes qu'il a, de certaines pensées, de certaines peurs, de désirs, donc de toute une complexité qui peut être difficile à atteindre, qui peut être un peu même dérangeante ou préoccupante, qui peut angoisser. Et donc l'idée c'est que souvent des personnes très intelligentes, très cultivées, ou qui même ont beaucoup lu en psychologie, en psychanalyse, n'arrivent pas à faire ce travail sur eux, parce que le fait de connaître intellectuellement des choses ne va pas aider vraiment à changer ce qui nous pose problème. Ça se fait dans la relation avec une autre personne avec laquelle on est en dialogue et avec laquelle on développe une sorte de relation aussi affective. Dans l'approche psychanalytique, on travaille sur la relation affective qui se crée entre le patient et le psy. C'est même un des éléments propres de l'approche psychanalytique. Mais en tout cas, oui, pour le dire plus simplement, moi, je travaille avec les émotions du patient et j'essaye de le mener avec douceur, de manière un peu graduelle, à comprendre qu'il a des éléments, des fantasmes, des désirs qui peuvent être pas vraiment socialement acceptables et donc difficiles à communiquer ou difficiles même à admettre. Et du coup, les patients et les patientes te parlent volontiers de leurs rêves ? Comment ça marche ? Alors, il y a des réponses très différentes. C'est vrai que dès le début, moi, je propose souvent aux patients très tôt de m'apporter des rêves en séance, s'ils en ont envie. Et il y a des réponses très différentes. Certains patients ont déjà plein de rêves qu'ils ont envie de me raconter. Ils se souviennent de rêves d'enfance. Ils ont, même avec plein de détails, ils sont contents. D'autres peuvent dire « moi je rêve pas » ou ils vont dire « je me souviens jamais de mes rêves ». Mais à partir du moment où je le propose, ils peuvent faire l'effort et essayer d'y penser, de m'en parler. Moi je donne parfois des techniques pour se souvenir des rêves. La principale c'est quand on se réveille le matin et qu'on a encore un rêve frais en tête, on essaie d'imaginer qu'on le raconte à quelqu'un. Et du coup la trace reste plus facilement. Et pour d'autres personnes qui disent qu'ils ne rêvent pas, ou qu'ils ne se souviennent absolument pas, je leur dis qu'ils peuvent garder un petit enregistreur à côté du lit, et s'ils en ont envie, ils peuvent enregistrer quand ils se réveillent, même parfois au milieu de la nuit, on se réveille, on a un rêve en tête, on peut enregistrer, on peut se rendormir juste après, donc c'est plus facile que d'écrire. Alors,
Le travail qu'on fait en séance, c'est aussi de permettre de libérer la parole, donc d'arriver à parler de certaines choses sans penser qu'elles ne sont pas dignes d'être racontées. Donc il y a beaucoup de résistances qui peuvent se faire pendant le travail, et c'est tout à fait normal. Le patient vient et il a un discours très construit, très rationnel, où il essaye comme ça de structurer ce qu'il me raconte, avec même beaucoup d'idées abstraites ou des raisonnements, où il y a des patients qui racontent beaucoup de détails concrets de leur vie, ce qui est très bien, mais parfois ça prend toute la place qu'on raconte juste de manière très factuelle une série de détails de la vie, sans avoir accès à des choses plus personnelles ou intéressantes psychologiquement. Donc dans ce cas, moi je leur dis, si on parle du rêve, on peut peut-être avoir accès à des images, à quelque chose d'un peu plus irrationnel. Donc quand ils parlent des rêves, moi j'essaye de ne jamais interpréter ce qu'ils disent. D'ailleurs, l'idée qu'on puisse interpréter un rêve, c'est assez fausse. C'est très difficile. On ne va pas dire ce symbole renvoie à cette idée-là. C'est important que le patient évoque tout seul sur quoi le rêve est construit. Par exemple, je vais dire qu'est-ce que ça vous rappelle? Pourquoi il y a ce détail? Alors, le patient il va peut-être se souvenir d'une expérience de quelques jours plus tôt, du jour même. Il va connecter des idées, des images. Et pour moi, ça, c'est déjà bien parce que c'est une manière d'entraîner le patient à faire des associations. C'est un peu ce qu'on va faire pendant la thérapie, c'est de permettre de se dire, voilà, il y a des idées qui se renvoient l'une à l'autre, il y a des personnes, des situations. Je veux dire, il y a différentes approches. Moi, je pense qu'il ne faut pas interpréter parce qu'il ne faut pas imposer une interprétation au patient. Le travail qu'on fait est principalement d'aller vers une plus grande liberté, une autonomie. Et du coup, c'est bien si le patient apprend tout seul à voir ce qui se passe en lui. Il y a un psychiatre suisse que j'aime bien citer. Je trouve qu'il a une réflexion sur le rêve qui est très inspirante. Il s'appelle Medard Boss. C'est quelqu'un qui avait une formation psychanalytique, mais qui après a développé sa propre approche. Moi, j'aime bien ce qu'il dit sur le rêve. Après, je ne suis pas trop tout le reste de ses réflexions, mais lui, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit aller faire des interprétations qui peuvent parfois être un peu angoissantes pour le patient quand on a plein d'éléments qu'il nous apporte en séance qui sont déjà là. Donc le rêve, le contenu manifeste du rêve est déjà là pour nous donner plein d'éléments sur la vie du patient et sur sa manière d'agir, de réagir, ses interactions avec les autres, avec le monde. Et je pense que finalement, moi, je fais un peu ce que lui fait, dans le sens où le rêve permet de parler au patient dans son propre langage, donc d'avoir une approche plus graduelle et plus douce, si on peut, à ce qui se passe. Un exemple de rêve que Medard Boss cite dans un de ses textes, qui est très simple. Donc lui, il a un patient qui lui raconte un rêve où son frère est mort. Donc il voit que son frère est mort, est dans un cercueil, et c'est la veille du mariage du frère. Et ce frère est mort dans un accident de la route, sur une route qui est très trafiquée, où il y a énormément de trafic, de aller-retour. Et le patient est très triste dans le rêve parce que c'était son frère préféré qu'il aimait beaucoup. Donc Medard Boss dit, voilà, selon la théorie un peu classique, un peu vieille école psychanalytique, on pourrait imaginer que dans cette mort du frère, il y a des souhaits de mort, qu'il y a une sorte d'agressivité qui s'exprime envers le frère. Mais lui, il dit, moi je ne vais jamais dire ça au patient parce que ça pourrait... Déjà, il pourrait ne rien reconnaître là-dedans et puis ça pourrait l'angoisser. Au lieu de ça, on peut travailler sur... Alors déjà, le patient, c'est un homme qui est complètement pris par sa vie de travail et de réflexion intellectuelle. Il est complètement renfermé dans une vie où il est toujours hyper occupé. Et en fait, il devient complètement aride et incapable de se connecter aux autres êtres humains, et incapable d'amour et de lien réel avec les autres. Donc Medard Boss dit déjà, le frère représente une manière d'être en rapport avec l'amour et avec les autres, qui a une possibilité.
pour le patient. Et il fait associer un peu le patient donc de manière subjective. C'est le patient même qui va dire oui, cette rue pleine de trafic, ça représente sa vie pleine de travail et où il y a ce travail incessant qui ne lui laisse la place pour rien d'autre. Donc Medarbos dit dans ce rêve, il y a déjà tout. Dans ce contenu manifeste, il y a l'idée que dans cette vie pleine de travail, l'unique possibilité pour une manière d'être au monde où on est ouvert à l'amour est morte. Et donc, il fait son travail thérapeutique en parlant de ça au patient. Il lui dit, est-ce que c'est vraiment l'unique manière d'être ? Est-ce qu'il faut forcément que cet homme que vous aimeriez être soit mort ? Et il permet au patient de travailler sur ça. Et d'ailleurs, il dit que dans des séances successives, ce frère revient dans les rêves et cette fois, il est vivant. Et la mort est un sujet qui revient souvent dans les rêves pour l'avoir entendu et pour l'avoir aussi expérimenté moi-même. Soit de voir des personnes décédées dans le rêve, soit de décéder moi-même. Ça m'est arrivé d'être témoin de mon propre assassinat. Et j'ai remarqué souvent que quand ça arrive, à chaque fois, moi, ça me propulse en fait. J'ai l'impression de renaître de quelque chose à chaque fois. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, cette vision de Medarbos, de proposer ça. Parce que bon, on peut imaginer qu'il y ait des rêves qui soient prémonitoires, mais c'est pas que ça. Et je trouve que c'est intéressant aussi que tu soulignes le fait que ce sont les personnes elles-mêmes qui peuvent interpréter leurs rêves et que c'est très difficile de le faire en soi. Donc, en fait, de proposer juste une version, c'est assez délicat. Et par rapport à ça, tu dois connaître aussi Jung, qui lui donc est de la même période de Freud, hein, ils ont travaillé ensemble. Jung rejoint beaucoup Freud sur pas mal de choses. Il a inventé un autre concept aussi qui sont les archétypes. Et du coup, ça renvoie à l'idée de symboles universels. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces symboles universels ? Alors, c'est vrai que moi, je ne connais pas particulièrement Jung, mais mes patients, parfois, ils me disent qu'ils lisent Jung et ça les inspire, donc c'est très bien. Je pense que chacun peut trouver des éléments qui vont les aider, les inspirer dans des lectures. Je veux dire, il n'y a rien de mal. Moi, après, oui, je connais un peu cette approche de Jung et je ne la partage pas. Au moins, ça ne me parle pas, donc je ne l'utilise pas, l'idée qu'il y aurait des symboles universels. Parce que je pense que ça répond à un désir qu'on a vraiment de se dire « Ah, il y a des symboles universels donc, qui nous permettent de déchiffrer tout ». Mais bon, si ça aide, pourquoi pas. Quand tu me dis ça, ça m'a fait penser au fait que moi, j'ai toujours pensé donc, qu'il n'y avait pas de symbole universel. Mais par exemple, parfois, ça m'arrive de voir qu'il y a des rêves entre des personnes différentes où il y a les mêmes idées qui apparaissent, les mêmes images. Et je peux faire un exemple, parce que ce n'est pas tiré d'un de mes patients, mais d'un de mes amis. Une fois, j'avais lu un article de Georges Devereux, qui est un autre psychanalyste que j'aime beaucoup. C'est un psychanalyste d'origine hongroise qui est venu en France et qui a étudié avec Marcel Mauss l'ethnologie, donc il est ethnologue. C'est un des fondateurs de l'ethnopsychiatrie. Et justement, son idée, c'est que chaque culture a ses symboles et il faut, quand on a un patient d'une culture autre, il faut connaître les valeurs, les symboles, l'imaginaire de sa culture pour pouvoir interpréter ses symptômes aussi. Donc, paradoxalement, c'est dans un article de Devereux que j'avais trouvé un rêve où il décrivait un patient qui voyait un petit homme chauve qui était décapité. Et Devereux disait, c'est clairement un rêve de castration. Et un jour, j'ai un ami qui me racontait parfois ses rêves, qui me dit, il était très amusé d'ailleurs, il me raconte ses rêves, il me dit, j'étais avec un petit bonhomme chauve qui faisait n'importe quoi, j'arrivais pas à le tenir.
Vraiment, il faisait que des bêtises et j'arrivais vraiment pas à le contrôler. Il était vraiment très amusé quand il me racontait ça. Et je pensais, mais c'est pas possible, c'est exactement la même image de Devereux. C'est-à-dire que Devereux décrit un patient américain des années 50 et ça, il y a la même image que dans un homme parisien des années 2000. Donc moi, je dis à l'ami, avec une voix un peu blasée, je dis, c'est ton pénis. Et lui, il m'a dit, c'est vrai. Et depuis, d'ailleurs, j'ai acquis à ses yeux un peu le statut de magicienne. Il a continué à me raconter ses rêves très longtemps et à me demander mon interprétation. Évidemment, moi, j'avais aucune idée, mais j'avais pris l'habitude de lui répondre c'est un rêve sexuel. Et c'est un peu un running gag, mais lui, il y croyait. Donc je le disais un peu pour m'amuser. D'ailleurs, je fais des interprétations sauvages seulement avec mes amis et pas avec mes patients. Je trouve ça assez intéressant, justement, tous ces points de vue et cette pluralité d'approches pour tenter d'interpréter les rêves. Et puis aussi, au-delà, qu'est-ce que c'est que le rêve, en fin de compte, et d'où ça vient ? Jung, il dit qu'on est connecté à une forme d'inconscient collectif, un grand réseau dans lequel on vient piocher des informations. Freud, lui, dit que c'est plutôt... l'inconscient, il est logé dans le crâne. Et il y a une nouvelle approche que j'ai découverte il y a pas longtemps, qui est celle des Incas, au Pérou. Dans la cordillère des Andes, il y a un peuple qui dit qu'on fait des rêves du dedans, qui sont des rêves, on va dire, compensateurs, ou alors en lien avec des besoins ou des choses qu'on n'a pas pu exprimer la journée ou ressentir ou quoi, ou des banalités de manière générale, et les rêves du dehors, qui sont des visites en fait. Et des visites qui sont en lien avec la montagne, par exemple, qui va se prendre la forme d'un être humain, souvent avec un chapeau, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Parce que, je sais pas pour toi, mais tu vois ce truc-là mais qu'est-ce que c'est que le rêve ? D'où ça vient ? D'où nous viennent toutes ces images ? Effectivement, des fois, moi je sais que parfois j'ai l'impression que j'ai des visites. Et souvent, c'est des choses que j'aime pas du tout. Parce que je sens vraiment une différence, si tu veux, entre ces rêves-là où, en lien avec ce que tu as fait la journée ou quoi, et le sentiment qu'il y ait comme une intrusion, tu sais. Moi, je pense, après, ça n'engage peut-être que moi, mais qu'on est dans un état de conscience modifié la nuit, et qu'effectivement, moi, je pense aussi qu'en fait, on peut communiquer sur ce plan-là, et qu'il peut y avoir des rencontres. Est-ce que ça te parle, ça ? Est-ce que c'est des choses qui te parlent ? Je pense que déjà, on peut penser qu'il y a une culture partagée qui fait que donc on peut avoir un rapport au rêve avec des images qui peuvent revenir, parce que oui, on est tous interconnectés. C'est vrai que je ne sais pas d'où vient le rêve. Georges Devereux dirait que le rêve a la fonction de maintenir le sentiment de continuité du rêveur entre la veille et le jour après. Je trouve cette idée plutôt belle. D'ailleurs, Georges Devereux dit aussi que selon lui, les patients qui disent qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves, c'est les mêmes qui considèrent que leur passé ne leur appartient pas. Donc je trouve que c'est une bonne idée d'inscrire le rêve dans la temporalité aussi. Il est là pour nous permettre de nous sentir comme continus dans le temps. Ce que je pense, c'est que c'est intéressant de savoir ce qu'on fait de nos rêves, plutôt que de se demander d'où ils viennent. Par exemple, si je repense à ce rêve de ma grand-mère qui a pensé que sa mère est venue lui dire les numéros du loto, aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt touchant, parce que c'est un rêve qui disait à ma grand-mère que sa mère est encore là pour s'occuper d'elle, pour penser à elle, la protéger. Dans d'autres cas, les rêves peuvent nous mettre en garde sur quelque chose, nous informer sur des manières de fonctionner qu'on a. Et dans l'approche donc thérapeutique de Medard Boss, ce que j'aime bien, c'est que Boss interroge le fait, mais est-ce qu'on veut vraiment fonctionner comme ça ?
Donc dans ce rêve, vous vous comportez comme ça. Ouais, il fait plein d'exemples d'autres rêves où quelqu'un, par exemple, obéit de manière aveugle à ce que sa mère lui dit. Et il va dire, mais vous vous rendez compte, est-ce qu'il y a eu d'autres situations dans votre vie réelle, éveillée, où votre mère vous impose son vouloir tyrannique de la même manière? Donc, ce qu'on voit dans le rêve n'est pas une vérité ultime. Ça peut nous informer sur des choses qu'on considère comme acquises et nécessaires et qui ne le sont pas. Je prends toujours ces exemples, mais il parle d'une autre patiente, par exemple, d'un autre psychiatre, mais qui fait un rêve où il y a une sorte de désir érotique qui se manifeste par rapport à un ami de l'école, du college, qu'elle revoit. Et dans le rêve, elle est complètement passive par rapport au désir de cet homme. Et en plus, elle s'imagine que cet homme l'embrasse et que finalement, ils sont au milieu d'une rue et que tout le monde les regarde et qu'elle a honte et qu'elle essaie à tout prix de s'échapper de ça. Moi, je trouve intéressant que Medardbos lui dise « Mais pourquoi est-ce que vous vivez votre désir érotique, comme quelque chose qui est complètement extérieur à vous et qui dépend de l'autre, que vous n'assumez pas, et deux, comme quelque chose qui est profondément honteux? Est-ce que vous voulez continuer à vivre ça de cette manière, alors que vous pourriez avoir une sexualité beaucoup plus épanouie et essayer d'embrasser un peu pleinement cette manière d'être désirante ?» Je trouve que voilà, un rêve qui montre la honte ne veut pas forcément nous mettre en garde contre quelque chose, mais il veut justement il peut être utilisé pour nous rendre compte qu'on fonctionne comme ça et que ça ne nous rend pas heureux. Est-ce que toi, tu les notes, tes rêves? En ce moment, non. Mais c'est vrai que souvent, quand je fais un rêve, donc moi, j'ai une psy, je continue un travail à côté de ma pratique, donc je pense que c'est important. Je raconte mes rêves dans ma tête quand je me réveille le matin, si je pense qu'ils sont importants. Mais d'ailleurs, à ce propos, je pourrais te raconter 2 rêves, si tu veux, que j'appelle des rêves de psy. Parce que c'est des rêves où, oui, mon travail apparaît. Et un rêve, c'est un rêve ancien que je fais au début de ma formation, donc quand j'étais encore stagiaire. Et c'est très important parce que je pense que ce rêve m'a donné une leçon. C'était ma première expérience. J'étais dans un centre où il y avait des patients qui avaient vécu des expériences traumatiques, qui avaient des parcours de vie très très difficiles. Et il y avait notamment des personnes qui étaient des demandeurs d'asile. Et une des premières patientes que j'ai vues était une femme qui avait le même âge que moi et qui, outre avoir eu une vie très difficile avec beaucoup de violence, elle avait aussi des problèmes d'un point de vue administratif, c'est-à-dire que sa demande d'asile n'était pas faite comme il fallait. Donc, bref, sa situation concrète était compliquée. Et je pense que quand j'ai commencé à la recevoir, j'ai fait quelques petites erreurs de débutante, dans le sens où je n'ai pas gardé le cadre comme il fallait, donc je ne me suis pas positionnée tout de suite en tant que psy, mais je me suis retrouvée être un peu plus dans une position, si on veut, d'amie. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et j'ai commencé à être immédiatement angoissée par ce qui se passait d'être avec cette patiente. J'étais très, très préoccupée pour elle, j'y pensais tout le temps. Jusqu'à une nuit où j'ai rêvé que j'étais dans l'eau avec elle. Il y avait un bateau donc, qui faisait naufrage. Et moi, j'étais dans l'eau avec elle. Je n'arrivais pas à attraper sa main pour la faire remonter à la surface. Donc, elle coulait et je n'arrivais pas à la sortir de l'eau. Et c'était un cauchemar vraiment terrible. Quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite associé avec le fait que j'avais entendu donc, les rêves d'une autre patiente qui voyait les morts dans l'eau. Et j'ai réalisé que ce rêve me disait que je n'arrivais pas à ce moment-là à suivre cette patiente. Donc j'ai un peu graduellement laissé d'autres psys la prendre en charge parce que je me suis rendu compte que moi je n'en étais pas capable. Mais le rêve m'a rendu ça visible. Je m'en suis rendu compte. J'ai un autre rêve beaucoup plus tardif, alors différent. C'était un rêve où
je devais gérer une grande serre. Je m'intéresse beaucoup à la botanique, on peut dire. Mais dans le rêve, je devais gérer une serre avec des plantes, et puis il y avait des personnes de ma famille. Je devais m'occuper de beaucoup de choses, dans la gestion de la maison. Il y avait une maison en construction, il y avait 3 copines qui apparaissaient dans le rêve, qui me demandaient que je m'occupe d'elles. Et puis, donc, au milieu de différentes tâches que je devais réaliser, que je n'arrivais pas à faire, je n'arrivais pas à hiérarchiser les choses à faire. Donc, je ne savais pas par où commencer. Et là, on me dit, il faut préparer à manger pour tes 3 copines. Donc, je vais dans la cuisine et je réalise qu'il y a 6 hommes autour d'une table dans la cuisine qui attendent. Et donc, je me dis, mais qui sont ces 6 hommes ? Ben, il faut les nourrir. On me dit, il faut les nourrir. Donc, je vais aller fouiller dans le frigo. Et puis, à un moment, je me dis, bon, alors maintenant, c'est certain, je vais commencer par là. Je vais préparer à manger pour ces personnes, pour les copines et pour les 6 hommes. Et je passe le reste du rêve à me demander, à penser à quelle recette je vais faire. Quand j'ai ouvert les yeux le matin, la première chose que je me suis demandé était, mais qui sont ces 6 hommes ? Et immédiatement, je me suis rendu compte que le jour après, j'avais 6 nouveaux patients qui étaient tous des hommes et qui m'attendaient. Donc dans le rêve, d'ailleurs, ces personnes attendaient patiemment autour de la table. Et alors j'ai interprété ce rêve en me disant, oui, c'est un rêve où il y a un peu beaucoup de choses qui concernent ma vie familiale que je dois gérer, mais en quelque sorte, les patients sont là pour me dire que mon travail, c'est la chose primaire, prioritaire. Et d'ailleurs, pour moi, le travail est une source de gratification et de plaisir qui est importante. Donc, en quelque sorte, il y avait un rôle un peu stabilisateur de la présence du travail dans ma vie. Je trouve ça super comment... Enfin, il y a quand même une prise de conscience dès le réveil où tu sais ce qui se passe et ça engage aussi sur une action. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve. Alors, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que tu pourrais dire un peu quelles sont les grandes thématiques qui ressortent dans ce que te confient tes patients ? Je risque de dire des choses trop génériques. Il y a des éléments qui concernent leur rapport aux autres. En fait, c'est difficile de répondre parce que, justement, quand on fait un travail avec les patients, on va sortir du cadre général et on est vraiment obligé de considérer chaque personne comme une exception. Donc, ça devient extrêmement précis. Je ne peux jamais utiliser même, je viens des études de sociologie. Je ne peux pas utiliser des connaissances de type sociologique pour essayer de me faire une idée d'un patient sur la base de son âge, de son origine sociale. Ça sert à rien parce que quand on est face à une personne, il n'y a que sa singularité qui compte et qui est finalement la chose principale sur laquelle on travaille. Donc, mais bon, peut-être on pourrait dire qu'il y a les cauchemars et il y a les rêves. Moi, en général, j'ai une tendance à dire qu'à partir du moment où on commence à interpréter un cauchemar, il devient moins angoissant. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, même pour moi-même. Donc j'essaye, quand un patient me raconte des cauchemars, qui racontés peuvent être vraiment terribles, mais j'essaie de voir, mais cette chose, qu'est-ce qu'elle vous rappelle ? Pourquoi il y a cette image ? Disons que le côté anxiogène du rêve peut être un peu estompé quand on sait d'où viennent les différents éléments du rêve. Et puis, une autre chose que je dis, c'est... Oui, comme je disais tout à l'heure, au lieu de voir d'où ça vient, on peut aussi voir vers où ça nous mène. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'on veut changer, sur ce qu'on désire, ce qu'on ne s'autorise pas à faire. Et pourquoi on ne s'autorise pas ? Si on considère qu'un rêve rentre trop dans notre intimité, il ne faut pas se faire violence et le raconter. Mais, par exemple, dans la relation qu'on peut avoir avec un psy, c'est assez progressif. Il faut apprendre à faire confiance. Il faut voir si la personne qu'on a en face est digne de notre confiance. Donc, je comprends tout à fait qu'on a des résistances qui font qu'on y arrive progressivement. Mais c'est vrai aussi que quand on s'adresse à un psychologue, c'est vraiment la place
pour exprimer des choses les plus difficiles à accepter, les difficiles à avouer. Le psychologue est vraiment formé à l'écoute et au fait d'accepter, d'accueillir ce qui vient du patient. Donc, je pense qu'il ne faut jamais obliger quelqu'un ou forcer quelqu'un. Même si j'ai un patient qui n'a pas envie de me parler de ses rêves, je ne vais pas insister là-dessus. C'est juste une option que je propose. Je pense que c'est quelque chose, au contraire. En général, parler du rêve est une manière assez graduelle d'arriver à parler d'autres choses. Donc, c'est pourquoi j'utilise le rêve. Mais il faut respecter les temps de chacun. Donc, après, le but, c'est qu'une personne puisse seule faire ce travail sur ses propres rêves. Parfois, je me dis, moi, j'ai passé toute ma vie à voir le rêve de cette manière, à essayer de l'interpréter. C'est ma propre approche. C'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que ça marche. Il y a des périodes où moi aussi, je ne fais pas attention à mes rêves, et d'autres où je m'endors en me disant, j'aimerais bien rêver pour avoir des réponses sur cette question qui me pose problème. Parfois, ça arrive que je rêve et parfois non. Mais je pense que c'est un instrument en plus qu'on peut avoir, celui de connaître nos rêves et d'apprendre à nous connaître à travers notre vie onirique. Donc, chacun peut y arriver un peu par son parcours. C'est pourquoi je pense aussi qu'on peut avoir des références différentes. Je ne veux pas forcément proposer des références psychanalytiques. Je pense que si pour quelqu'un, c'est plus intéressant d'utiliser des références qui appartiennent à sa culture, par exemple, pourquoi pas? Moi, je viens d'une région d'Italie où, historiquement, il y avait, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, des sorciers qui étaient des personnes qui étaient considérées, ils s'appelaient les Benandans, c'était des sortes de bienfaiteurs dont la mission était de combattre en rêve contre des sorciers malfaisants. Et donc, ils partaient comme ça, la nuit, dans de longues expéditions pour combattre contre ces forces du mal. Alors, c'est des personnes qui ont été complètement exterminées par l'Inquisition, si on veut. Mais je respecte cette approche culturellement construite. Ça donne un rôle social aux rêves et à la personne qui les fait. Donc, je trouve ça très intéressant. Merci à Marina. Si vous voulez en savoir plus sur sa pratique, vous pouvez retrouver les liens en description de l'épisode. Merci à Julien et à Tito pour la musique originale. Et merci à Radio Galère. Désormais, les rêveuses, c'est aussi un apéro rêve et un cercle de rêve. Ces cercles de rêve et apéro rêve sont co-animés par Claire Bordas, consultante en rêve que vous pouvez réécouter dans l'épisode 1 de la saison 2 des Rêveuses. Si vous voulez participer à un cercle de rêve ou à un apéro rêve, contactez-nous sur Instagram, sur lesrêveuses-podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Rêveuses. Les Rêveuses. Les Rêveuses. Podcast.